Bonjour à tous. Euh, Tout d'abord, je voudrais remercier donc l'équipe organisatrice donc, de ce bel événement sur la décarbonation du transport maritime, hein. C'est pas tous les jours qu'on a un événement sur cette thématique. Je suis Gabriel Figueiredo, maître de conférence à l'Université de Toulon. Je travaille sur le domaine du transport maritime et le commerce international. Pas forcément sur la décarbonation, mais c'était l'occasion donc de s'aventurer sur cette thématique, hein, qui est un peu récente pour moi. Et ma présentation va s'intituler donc Évolution de l'inefficience environnementale des routes maritimes conteneurisées. C'est une version préliminaire et c'est un travail en collaboration avec Victor Petrov, donc doctorant de l'Université de Toulon, et Pierre Cariou, donc professeur de quai du Business School et un grand spécialiste de transport maritime également. Ça reste un travail très préliminaire et c'était l'occasion de vous présenter là-dessus. Je me suis mis comme objectif de mettre aucune équation parce que on m'a dit qu'il y avait beaucoup de juristes parmi nous. Donc j'ai pensé à vous là-dessus. Donc non, ce n'est pas ça, c'est à l'inverse. C'est bon, c'est dans le bon sens. Tout d'abord, le commerce, le transport maritime, c'est le pilier du commerce international, comme ça a été déjà évoqué dans la présentation d'Hoffman, hein, donc de ce matin. Il représente près de 80% du volume, hein, donc ce chiffre, il est régulièrement donc cité, hein, et près de 70% de la valeur des échanges mondiaux. Et le volume du commerce maritime, hein, il a été multiplié par 4 depuis les années 70, hein, atteignant près de 12 milliards de tonnes transportées donc chaque année, hein, donc pour l'année donc 2022, je crois. Et il est tiré essentiellement par les cargaisons les expéditions de cargaisons solides, hein, essentiellement donc le vrac sec, charbon, minerai de fer principalement, et aussi le conteneur. Un autre élément intéressant, c'est le changement de la composition de la flotte mondiale, hein, donc entre 1980 et 2018, hein, pour lequel on a assisté donc à une baisse de la part des pétroliers et une augmentation de la part des navires vraquiers. Les navires donc, qui transportent surtout donc, de charbon et de minerai de fer, hein, qui sont des très grands navires, et les porte-conteneurs. Et ce porte-conteneurs, ce qui est intéressant, ils sont passés de moins de 2% dans les années 1980 à plus de 13% de la flotte mondiale en 2018. Et cette forte progression, hein, témoigne de l'importance du commerce conteneurisé, hein, et c'est sur ce segment qu'on va s'intéresser sur cette présentation. Ce n'est pas en deadweight ici, c'était en pourcentage, mais je l'ai fini un peu tard le soir, donc voilà. Euh, donc on est sur le conteneur et l'accélération du commerce international, hein, coïncide avec le début de l'adoption des conteneurs en 1966, hein. Et d'après les estimations de Benroff et ses co-auteurs, l'effet cumulatif de l'adoption de conteneurs représenterait 900% sur la croissance mondiale, hein, sur une période de 15 ans, soit un impact plus de 4 fois supérieur à l'effet du GATT sur la même période. Donc le commerce international a beaucoup bénéficié donc, de la conteneurisation, hein. Et pourtant, des pays en développement se heurtent à des barrières qui limitent leur intégration au commerce international. Même si leur part dans les échanges mondiaux ont fortement progressé, tirés essentiellement par les grands pays exportateurs, la Chine en tête, hein, des écarts de connectivité persistent. Ces écarts de connectivité maritime, et surtout dans le secteur donc, de lignes régulières. Vous avez les estimations donc, de Fugasa et Hoffman, hein, qui est présenté donc, ce matin. Euh, les pays en développement disposeraient de seulement la moitié des liaisons directes par rapport aux pays développés. Et donc nous avons un réseau à deux vitesses où vous avez les ports des pays développés qui bénéficient de liaisons directes et des navires plus performants. Et là, on va revenir après sur les questions environnementales. Et les pays en développement, bon, en excluant la Chine qui est très bien connectée, mais qui disposent donc des liaisons indirectes, hein, beaucoup de transbordements. Et ça, c'est la première défi, c'est le premier défi, hein, donc du secteur maritime. Cette connectivité, hein, avec ce secteur à deux vitesses, hein, les pays développés, meilleure connectivité, et les pays en développement, moins bien connectés à ce réseau. L'autre grand défi, c'est les émissions de carbone, hein, donc, qui proviennent essentiellement donc, du fonctionnement des moteurs des navires, qui fonctionnent essentiellement au fioul lourd, particulièrement polluants. Et l'IMO, hein, donc, estime en 2018 qu'on est aux alentours donc, de 3% des émissions
globales, hein, donc dans le secteur du transport maritime. Et ces émissions, elles ont augmenté, donc de près de 10% entre 2012 et 2018, passant de 964 millions de tonnes à plus d'1 milliard de tonnes en 2018. Or, comme ça a été souligné précédemment, hein, l'objectif est la neutralité carbone en 2050, avec une réduction de près de 20% en 2030 et une réduction donc de 70% en 2040. Donc beaucoup de chemin reste à parcourir pour atteindre ces objectifs, hein. Il y a un élément intéressant, c'est que les porte-conteneurs, qui ne représentent que 13% de la flotte mondiale, seraient responsables d'à peu près donc 28% des émissions de CO2. Donc c'est un secteur particulièrement polluant du fait de ces nombreuses escales, hein, dans les lignes régulières. Alors que le transport vraquier, hein, c'est un transport à la demande, sont plutôt des liaisons directes, de port à port. Donc, deux critères importants à prendre en considération lorsqu'on analyse les liaisons maritimes, hein. C'est d'abord la connectivité maritime, hein, donc cet accès au réseau de transport de ligne régulière, de transport conteneurisé. Et la littérature nous montre qu'une meilleure connectivité maritime permet non seulement de réduire les coûts de transport, mais aussi les délais de livraison. Et d'après les estimations de Fugasa et Hoffman, hein, chaque transbordement supplémentaire réduirait les valeurs des exportations de l'ordre de 40%. Donc des inégalités importantes en termes d'accès au réseau de transport maritime. Le deuxième aspect important, c'est les émissions à prendre en considération, hein, dans ce secteur, hein. Et ici, donc, nous allons nous appuyer sur la méthodologie développée par Cariou, Parola et Noteboom, qui vont prendre en compte essentiellement trois modules, hein. Donc l'efficacité énergétique, hein, qui a été déjà évoquée ici, la diversification donc des carburants, l'amélioration technologique donc des moteurs, une meilleure conception donc des navires pour réduire donc les émissions. Ça c'est la partie technologique, hein, plutôt sur la partie construction. Euh, Nous on va s'intéresser davantage sur les caractéristiques de la flotte, hein, et notamment la capacité déployée sur les routes, hein, et la configuration des réseaux maritimes, donc la structuration des services de lignes régulières. Face à ces constats, plusieurs questions émergent, et notamment de comment mesurer la performance des liaisons maritimes de lignes régulières, donc les conteneurs essentiellement, en prenant en compte ces deux critères, la connectivité maritime, la qualité des liaisons, et les émissions de CO2. Est-ce que c'est les routes les plus efficientes en termes de connectivité maritime, sont-elles aussi les plus respectueuses en termes environnementaux, en termes d'émissions? Et une troisième question, c'est quels sont les facteurs qui expliquent l'inefficience des liaisons maritimes, hein, donc l'efficience environnementale de ces liaisons maritimes par conteneur? Nous allons poursuivre cette présentation dans la structure suivante, hein. Nous allons présenter rapidement la méthodologie utilisée, hein, un modèle d'enveloppement des données, la sélection des variables pour les inputs, hein, donc les ressources nécessaires pour le déploiement donc, de ces services, et l'output, les résultats qui en découlent de ces activités de transport maritime. La deuxième étape, nous allons nous concentrer sur la mesure de l'efficience maritime en prenant en compte le critère de connectivité, le critère environnemental et en agrégeant donc ces deux critères à la fois. Et enfin, nous allons terminer par une analyse des déterminants de l'inefficience environnementale des liaisons maritimes conteneurisées. Voilà un peu le programme de ce matin. L'approche de DEWA, sans rentrer plus en détail là-dessus, mais l'idée essentielle, c'est une approche donc non paramétrique, hein. Et l'idée, c'est donc de rechercher à mesurer l'efficience relative d'une entité. Ici, il s'agit des liaisons maritimes entre deux pays, hein, qui, en maximisant les outputs, donc les résultats, et on va voir donc quels sont les résultats que nous allons prendre en considération ici, sous contrainte des inputs. Les inputs sont les ressources nécessaires pour produire ce service. Et l'idée, c'est donc de construire une frontière d'efficience, hein, à partir des meilleures pratiques observées. Donc, les entités qui seront situées sur cette frontière seront considérées comme efficients. Ils vont avoir un score donc de 1. Et toute autre entité qui n'est pas située sur cette frontière seront considérées comme inefficients. Et la distance à la frontière nous donne une mesure du niveau d'une efficience.
D'accord? Donc l'idée, c'est de maximiser les résultats, l'output, hein, sous contrainte d'input pour chacune de ces routes. Quels sont, donc ici vous avez donc les gaps, hein, donc la distance à la frontière, hein, qui donne cette mesure de l'inefficience. D'accord? Donc je présenterai ça, il faut le raisonner donc en score d'efficience, mais c'est plutôt du score d'inefficience. D'accord? Quels sont les inputs qui ont été sélectionnés ici? Ces inputs cherchent à représenter la capacité déployée sur les routes maritimes. Donc nous avons donc le nombre de navires déployés par an, nous avons la rotation de la flotte, hein, donc la fréquence des services, et nous avons la taille moyenne des navires pour ces différentes liaisons entre paires de pays. Concernant l'output, hein, nous avons un output positif. L'output positif ici représente la connectivité bilatérale, hein, donc c'est un indice construit par l'UNCTAD, hein, donc c'est Hoffman qui est à l'origine un peu de la construction de cet indicateur, hein. C'est un indicateur donc de connectivité bilatérale, donc entre pays à pays, hein, des lignes régulières, d'accord, le secteur de containerisé. Ça, c'est notre output positif, c'est la qualité des liaisons maritimes entre deux pays. Et l'output négatif, ce sont les émissions de CO2. Ici, nous avons deux approches différentes. Nous mesurons d'abord par les émissions de CO2, donc grammes de CO2 par conteneur, par unité de distance, les miles nautiques, qui nous donnent une indication sur l'intensité carbone sur ces liaisons. Le deuxième critère que nous avons pris en considération sont donc les émissions de CO2 par conteneur. Ici, nous prenons en compte la distance du trajet. Et on va voir que c'est ce deuxième élément qui va être retenu par la suite. Le point important, c'est que dans le modèle de DEWA, nous devons transformer l'output négatif en output positif. Et donc ici, on raisonne en écart par rapport aux valeurs les plus élevées. En quelque sorte, ce serait une économie de CO2 d'émissions, hein, par rapport aux routes les plus polluantes. D'accord? Donc une transformation de l'output négatif en output positif. Ce qu'on cherche, c'est avoir le moins de pollution sur ces liaisons. Donc nous avons au total donc, près de 700 liaisons de pays à pays, essentiellement situées en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Les données donc, proviennent d'Alpha Liner, hein, donc nous avons au total donc, 130 services maritimes, hein, donc, déployés sur ces routes-là. Les données sont un peu anciennes, mais c'est des données que nous disposons, et nous essayons donc de faire des mises à jour donc, sur ces données. Mais elles nous donnent déjà une bonne indication. Quoi d'autre? Si on revient sur l'indicateur donc, de connectivité, l'indicateur donc, créé par le CNUSED, hein, indicateur donc, de connectivité bilatérale des lignes régulières, hein, donc sur le conteneur, qui mesure le degré, la qualité, hein, donc des liaisons maritimes entre les pays. Il prend en compte différents facteurs, hein. Il prend en compte notamment donc, le nombre de transbordements qui va jouer négativement entre les pays, le nombre de connexions directes entre les pays, le nombre de connexions qui prend en compte uniquement un transbordement, hein, donc dans le transport maritime de lignes régulières, dans les liaisons pays à pays, il y a beaucoup de transbordements. Pour atteindre du Pérou en Inde, vous avez plusieurs transbordements. Donc un transbordement, ce n'est pas beaucoup dans le transport maritime, hein, containerisé. Et vous avez donc aussi le degré de concurrence sur ces lignes, hein, le nombre de compagnies qui déploient donc leurs services et la taille maximale des navires qui sont déployés. Voilà donc la composition de cet indicateur. Mais pour prendre en compte mieux pour visualiser donc cet indicateur, à quoi il représente, hein, on peut s'appuyer sur les travaux donc de David Guerrero et ses co-auteurs, hein, qui ont utilisé un algorithme spécifique sur les indices de connectivité bilatérale pour placer les pays sur un repère cartésien en fonction que si les pays sont relativement proches les uns des autres, s'ils sont très bien connectés, si leur niveau de connectivité bilatérale est élevé, ils vont être éloignés si leur connectivité bilatérale est faible. Qu'est-ce on observe ici? Je ne sais pas si on a le laser ici. Ici. Donc ici, vous avez essentiellement au cœur de ce repère, hein, donc les grandes régions qui dominent le transport maritime containerisé, vous avez l'Asie, l'Europe et l'Amérique. Ils sont au centre de ce réseau. Elles sont très bien connectées entre elles, elles sont relativement proches, hein, et aussi, elles sont aussi très bien connectées à l'intérieur de leur zone. Tout autour, vous avez les pays en périphérie, hein, qui sont relativement éloignés de ce cœur de ce réseau. D'accord? Donc nous avons un réseau à deux vitesses, hein,
avec au centre les grandes régions, les routes majeures, et en périphérie, les autres régions. D'accord? Donc il y a une inégalité importante dans l'accès au réseau de transport maritime. La taille donc des pays, hein, ça dépend aussi donc de la valeur maximale d'une connectivité. Donc on voit ici hein, que la Chine, Singapour, Malaisie, Pays-Bas, Allemagne, etc. sont des pays qui ont de degrés de connexion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de bateaux qui sont déployés sur ces routes. D'accord? Ça, c'est pour l'output positif. Pour l'output négatif, hein, donc les émissions de CO2, nous sommes basés sur la méthodologie développée donc, par Pierre Cariou, donc Nottebohm et Parola, qui ont développé donc une stratégie avec trois modules, hein. Donc d'abord mesurer le temps en mer, hein. Donc pour ça nous avons les caractéristiques des services en termes donc de nombre de navires, distance parcourue, donc la distance réelle de port à port avec l'ensemble donc des ports d'escale et le temps de transit total. Nous n'avons pas le temps en mer et pour calculer le temps en mer, il faut d'abord calculer le temps en port. Donc pour ça donc nous avons estimé le temps à quai, le temps de manœuvre, donc nous avons une hypothèse donc, de 4 heures donc, de manœuvre au port, hein. C'est une hypothèse qu'on peut revoir, et on peut changer donc, certains éléments là-dessus. Et aussi, donc, lorsque la liaison passe par un canal, notamment le canal de Suez, nous avons rajouté 24 heures de délai supplémentaire. À partir de là, du temps au port et du temps de transit total, nous pouvons déduire le temps en mer. Et à partir du temps en mer et de la distance parcourue, nous pouvons avoir la vitesse opérationnelle des services, qui est essentielle pour le dernier module de consommation de carburant. Sur la consommation du carburant, nous avons la consommation du moteur principal et le temps en mer. Nous avons donc la consommation en mer donc, de carburant. Nous avons aussi la consommation de moteurs auxiliaires, surtout au port, hein, donc pendant les périodes de chargement et de déchargement. Nous avons aussi pris en compte la consommation supplémentaire liée aux conteneurs réfrigérés hein, qui vont consommer plus donc, de carburant. Et nous avons ajouté aussi une marge liée aux conditions météorologiques et les conditions en mer de 10% pour la consommation de carburant. Et à partir des consommations, nous avons un coefficient d'émission. D'accord? Donc ça, je ne vais pas trop rentrer en détail, mais nous sommes relativement contents donc, du travail qui a été réalisé. Quels sont les résultats ici? Donc, nous avons les liaisons pays à pays les plus polluantes, hein. Donc, on pouvait s'imaginer entre les États-Unis et la Chine, hein, notamment, hein, plus de 10 millions de tonnes de CO2 en 2015, hein. À peu près donc le même montant pour Europe, pour les pays européens comme l'Allemagne, le Pays-Bas et l'Angleterre, hein, aux alentours donc de 9 millions de tonnes d'émissions de CO2. Donc des routes, quelles sont les caractéristiques de ces routes, hein? Ce sont des routes de longue distance pour lesquelles la capacité déployée est très importante. Vous avez beaucoup de bateaux et donc vous avez des émissions importantes. Ce graphique essaye donc de représenter les résultats de la mesure de l'efficience prise en compte uniquement ici pour le critère donc, connectivité, hein. Donc nous n'avons pas encore intégré donc l'aspect environnemental. Et ce diagramme ici, il montre la dispersion des scores d'efficience par route maritime. Vous avez donc différentes routes maritimes ici dans notre échantillon, hein. Et ici, vous avez la médiane de la distribution en orange et ici les valeurs maximales. J'ai inversé le score pour que 1 représente, donc le score de 1 représente toujours donc la frontière, hein. Donc la frontière représente les points efficients. Et nous voyons ici hein, que plus on s'éloigne de cette distance, c'est le cas notamment d'ici, donc de Middle East, donc le Moyen-Orient vers l'Amérique, hein, donc sont relativement loin donc, de cette valeur donc, de 1. Donc l'inefficience est relativement importante. D'accord? Quelles sont les routes efficientes en termes de connectivité maritime? Essentiellement les routes interrégionales, hein, Asie et l'Europe. Vous avez donc 5 liaisons efficientes pour l'Europe et 7 pour l'Asie. Et vous avez donc 3 liaisons aussi pour une liaison donc intercontinentale, hein, Amérique, Asie. Euh, Ici, c'est le score donc, pour l'efficience environnementale, hein, donc pour la première méthode utilisée, grammes de CO2 par conteneur
par unité de distance, hein. Et ce qu'on voit ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la plupart des régions qui sont relativement proches de cette frontière. Il y a moins d'écart en termes d'efficience quand on prend en compte ce critère environnemental. Bah, déjà, nous sommes sur des routes majeures, hein, donc nous avons l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie. Ce sont donc les navires les plus performants qui sont déployés sur ces routes. Et donc les différences technologiques sur ces routes, hein, sont relativement faibles. Mais on observe quand même que l'efficience est plus importante pour les routes intercontinentales, hein, donc de longue distance, comme l'Amérique-Asie, hein, ou Amérique-Europe, d'accord, pour lesquelles la médiane ici, elle est plus importante. D'accord? Et on voit donc des écarts plus importants pour les routes euh, intra-régionales. Même si les routes intra-Europe, hein, vous avez donc ici donc des liaisons qui atteignent donc cette, euh, cette frontière d'efficience, hein, mais la médiane, elle est quand même plus faible que dans les autres régions. Puis nous avons estimé ici en prenant en compte la distance sur l'ensemble du trajet, hein, donc les émissions, donc kilogrammes donc, de CO2 par conteneur, hein. Et là, le positionnement, il change. Ce sont surtout les routes régionales qui deviennent les plus efficientes. Donc l'Asie, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Amérique, essentiellement. Donc ils pénalisent davantage les liaisons intercontinentales. Et c'est ce critère que nous allons prendre en considération pour la suite donc, de l'analyse. OK? Un dernier graphique qui est donc le graphique final, hein, qui prend en compte le modèle en prenant en compte les deux outputs, hein, la connectivité et l'efficience environnementale. Ici, hein, nous voyons également que les routes interrégionales sont les plus efficientes, essentiellement donc en Asie et Europe, hein, qui concentrent l'essentiel des liaisons efficientes. Vous avez donc 9 liaisons efficientes dans nos estimations pour l'Asie et 10 liaisons efficientes pour les pays européens, intra-Europe. D'accord? Si on synthétise tout ça, nous avons ici donc un tableau final, hein, sur quelles sont les caractéristiques des routes efficientes pour les différents modèles, hein. Ici, vous avez donc le modèle de connectivité, efficience en termes de connectivité, hein. Nous avons 19 liens efficients, essentiellement donc des liaisons interrégionales, hein. Donc il n'y a que 26 liaisons intercontinentales, hein. La distance moyenne est de 3600 km et la taille moyenne des navires est d'environ 6000 EVP, équivalent à 20 pieds en conteneur. Pour l'efficience environnementale en basant sur le premier critère, essentiellement de routes intercontinentales, hein, 14 liaisons efficientes, hein, essentiellement donc intercontinentales, la distance, elle double. La distance passe de 3600 à 7100. D'accord? Donc on a des longues distances, hein, sont les liaisons les plus efficientes en termes d'intensité carbone. Les émissions totales sur ces routes, hein, elles augmentent parce que les distances sont plus importantes, notamment. Sur le dernier critère ici, en prenant en compte de la distance, hein, on revient sur des liaisons intrarégionales, 17 liaisons efficientes, hein, et une distance totale de 2600 miles nautiques. D'accord? Et une taille donc des bateaux donc plus modeste. Et le modèle final ici, hein, vous avez donc 32, donc on ne le voit pas ici, mais il y a 32 donc, liaisons efficientes, hein, essentiellement des liaisons intra-régionales, moins émettrices de CO2 sur l'ensemble du trajet, et une distance moyenne de 2600 km. Voilà un peu les caractéristiques des liaisons efficientes pour ces différents modèles. Bon, ici, c'est le score d'inefficience, hein, donc ce n'est pas le score d'efficience. Plus le score augmente, plus l'inefficience sur la liaison maritime est importante. Et ici, nous avons distingué entre les routes régionales et intercontinentales, hein, en fonction donc de la distance. Et ce qu'on observe ici, hein, c'est que ce soit donc pour les routes régionales ou intercontinentales, plus la distance augmente, plus l'inefficience des liaisons sont importantes. D'accord? Ici, donc, l'efficience en prenant les deux critères. La dernière étape consiste, maintenant que nous avons identifié les routes efficientes en fonction de critères de connectivité et environnementale, hein, on va essayer donc d'analyser quels sont les facteurs qui expliquent cette inefficience
pour les routes maritimes. Et ici, nous avons plusieurs facteurs. Nous avons notamment donc l'intensité des échanges manufacturés entre deux pays, hein. Et il en ressort que quel que soit le modèle, plus l'intensité des échanges est importante, plus l'inefficience est réduite. D'accord. Le score négatif ici, hein, donc, signifie que vous avez donc une réduction de l'inefficience avec les flux des échanges, l'intensité donc des échanges entre les pays. Donc ça, c'est un résultat important, aussi bien sur la connectivité, l'efficience en termes de connectivité, ce qu'on pouvait attendre, hein. On va déployer les navires les plus efficaces sur ces routes où le commerce est plus intense, mais aussi sur les liaisons, sur l'efficience environnementale. Le nombre de ports d'appel, hein, donc le nombre de ports d'escale, est aussi donc joue un rôle essentiellement sur l'efficience environnementale, hein. Plus le nombre de ports d'escale est important, bah, plus on va dévier par rapport au trajet optimal. Et on va émettre davantage donc, de CO2. L'âge des navires aussi va jouer un rôle important, quel que soit le modèle. Donc les navires les plus vétustes, hein, augmentent l'inefficience en termes de connectivité et l'inefficience environnementale. Il y a un dernier point ici, c'est la concentration sur la route, hein, c'est une faible concurrence. Donc plus la concurrence est faible sur les liaisons maritimes, hein, bah, paradoxalement, elle va réduire l'inefficience. Je n'ai pas encore d'explication pour le modèle avec l'output positif, hein, la connectivité, mais pour l'output environnemental, ça peut s'expliquer dans des liaisons dans lesquelles la concurrence est relativement intense, hein. Les compagnies sont incitées à déployer davantage de navires et ces navires, ce supplément donc de navires, seront peut-être moins performants. Et on pourrait avoir une mission liée à ces déploiements de navires plus importants. Une dernière étape ici, hein, c'est que nous avons fait une analyse donc, de robustesse, hein, en distinguant les routes régionales et intercontinentales pour les différents modèles. Donc nous avons réestimé les scores d'efficience pour ces sous-échantillons et mesuré et analysé donc les facteurs explicatifs de l'inefficience pour ces différents types de routes. Ce qui est intéressant, c'est que l'intensité des échanges joue quel que soit le modèle. Quel que soit le modèle, ce que nous avons vu précédemment, mais quel que soit le type de route, régionale et intercontinentale. Plus les échanges sont intenses, plus l'inefficience tend à se réduire. Le nombre de ports d'appel joue exclusivement sur l'efficience environnementale, comme nous avons vu précédemment. L'âge des navires joue sur l'ensemble donc, des modèles, hein. Plus les navires donc, sont vétustes, plus l'efficience va diminuer. Et sur la concentration sur les routes, hein, là, on arrive à un résultat un peu plus pertinent. Seule l'efficience environnementale est impactée par la concurrence et essentiellement les routes intercontinentales. Voilà un peu quelques résultats de nos modèles. Nous avons introduit aussi donc, des indicateurs de routes maritimes, hein, donc intra-Asie, Asie, Europe, pour contrôler donc d'autres facteurs donc inobservés. Et il apparaît notamment que les routes reliant l'Océanie à l'Europe ou à d'autres régions sont les routes les plus inefficientes dans nos modèles. Rapidement, quels sont nos principaux résultats ici, hein? Donc, d'abord, que les liaisons de courte distance intrarégionales semblent être plus efficientes, aussi bien en termes de connectivité qu'en termes donc, de environnemental, hein. Donc ça, c'est un élément intéressant. Et cela peut amener donc cette stratégie, hein, donc de nearshoring, hein, de choisir des fournisseurs de plus courte distance afin de bénéficier d'une meilleure connectivité maritime, mais aussi d'un bilan carbone plus faible. Bon, même si Hoffman nous a dit que le nearshoring, c'est pas pour tout de suite, mais plutôt le friendshoring là-dessus. Un autre aspect important qui apparaît donc de manière subjective dans nos modèles, hein, c'est cette deuxième inégalité. La première inégalité est liée à l'accès au réseau maritime, hein, qui est bien documenté dans la littérature, mais il semble apparaître quand même cette inégalité environnementale. Nous avons vu que l'intensité des échanges, hein, réduit l'inefficience et que les navires les plus anciens ont tendance à être moins efficients donc, sur ces routes. Donc, on peut s'attendre à ce que les routes
périphériques, hein, donc qui ne sont pas pris en compte dans nos modèles. Ici, nous avons pris uniquement le cœur donc, du réseau, hein, en intégrant donc, ces réseaux périphériques, hein, donc ces liaisons périphériques, on pourrait avoir donc, émerger davantage l'hétérogénéité en termes d'efficience environnementale. Voilà donc quelques résultats de ces études. Ça reste très préliminaire et je vous remercie pour votre écoute.